Bonjour. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas entrepreneur 2.0. Hein. Ça, c'est un mythe. Euh, j'ai créé des sites internet, c'est tout. Et il y a des sites internet des fois qui marchent, qui rapportent de l'argent, mais je ne sais pas si c'est entreprendre, quoi. C'était jouer, c'était faire des jeux qui ont rapporté de l'argent. C'est la fin de la parenthèse. Euh, je vais, euh, je vais vous parler. Le but, c'est pas de vous parler de ma déconnexion. Euh, Parce que je me suis déconnecté, c'est par rapport à ce que Bruno vient de dire, c'est le besoin de reprendre le contrôle sur soi. Euh, je m'entends super fort, je ne sais pas si vous m'entendez très fort. Ça va là, ça va mieux là, non? Euh, j'ai éprouvé effectivement le besoin de reprendre le contrôle. C'est à force de vivre tellement sur le réseau, j'avais l'impression que je vivais plus dans mon corps. Et ni avec ma famille, c'était assez bizarre. Et par exemple, je regardais mes mails. 2 minutes après, je re-regardais les mails pour voir s'il n'y en avait pas de nouveaux qui étaient arrivés. Et c'était devenu obsessionnel, quoi. J'ai dû regarder les mails tout le temps, quoi. J'étais là. Quand je donnais des conférences, je regardais mes mails sur mon téléphone. Maintenant, il est déconnecté, donc je peux pas regarder. Mais quand je donnais des conférences, j'avais pris l'habitude de regarder mes mails tout en parlant et regarder les Twitter. C'est-à-dire, tout en parlant, je regardais si les gens me posaient des questions sur Twitter. Et s'il y avait des questions qui arrivaient, je partais dans la question, mais c'était plus intéressant souvent de répondre que ce que je savais déjà. Donc voilà ce que j'étais devenu. Et donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai essayé d'arrêter, pas parce que j'ai décidé de ne plus revenir sur Internet, mais j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai envie de comprendre ce que je vivais, ce que je ne suis pas le seul à vivre, je pense. Hein. C'est juste une parenthèse, ça aussi, pour essayer de prendre du recul et de voir ce qu'il en est, quoi, et de mieux parler d'Internet. Et j'ai fait assez vite une découverte. Hein. C'est la première découverte que j'ai faite, c'est la seule dont je vais vous parler. C'est que je suis plutôt écolo, en temps normal. C'est-à-dire que je vis chez moi, je fais du vélo, j'amène les enfants à l'école en vélo, je fais tout en vélo, je prends presque jamais la voiture. Et depuis que je me suis déconnecté, je ne m'arrête pas de prendre la voiture. Donc j'habite dans une toute petite ville, et il y a Montpellier qui est c'est pas loin, c'est à 30 minutes, mais c'est 25 km de voiture, l'autoroute, j'ai une voiture qui consomme beaucoup d'essence en plus. J'aime les voitures de sport, donc bon. Mais normalement je ne m'en sers jamais. Et donc, je ne m'arrête pas d'aller à Montpellier, mais des fois, j'y vais juste pour aller au café, voir des gens autour de moi. Et alors, de mon mode de vie qui était très écolo, je suis en train je m'arrête plus de bouger depuis que je me suis déconnecté. Et donc, je me dis, c'est bizarre, en fait. J'étais hyper sédentaire et je suis en train de m'agiter un peu sur le territoire. Mais tout en ayant cette agitation physique, je me rends compte que j'ai moins l'impression de bouger qu'avant. Alors ça renvoie au diagramme que vous a montré Yasmina avec les 3 axes. J'ai compris que avant j'étais un nomade digital. J'avais vraiment l'impression d'être toujours en mouvement, mais en fait c'était chez moi et j'étais en mouvement permanent. Et là, il y avait ces 2 grands axes, le digital et le physique, et en fait j'ai basculé. Je suis en train doucement de rebasculer vers le physique, parce qu'en fait j'ai besoin d'aller voir des gens. Je ne peux pas rester sans voir des gens. Donc je cherche les gens. Donc je les cherche en revenant sur le physique. Ça m'a confirmé avec des choses que je pense depuis pas mal d'années, quand j'ai réfléchi à cette idée de nomadisme. J'en avais déjà pris conscience qu'on pouvait être nomade digital. J'avais commencé à écrire l'alternative nomade. Parce que l'alternative nomade est un livre nomade, parce qu'en fait il y a des versions successives, et il n'est jamais fini, et je ne sais pas si un jour il sera publié. Alors chaque fois que j'ai fini une version, il est publié on peut le trouver sur iPhone, etc. Le livre lui-même, il faut toujours le réécrire, parce que ce mode de vie implique de rajouter des idées, d'enlever, de le transformer. Donc c'est un livre où il y a plein de versions, et je sais plus ce que ça veut dire du coup. Qu'est-ce que c'est qu'un livre dans cette idée-là? Il n'y a pas un livre qui existe une fois pour toutes qui est fini. C'est un processus. On a une forme de processus. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire d'être nomade. Et j'ai pensé de suite à Bruce Chatwin. Alors ici, en Suisse, vous aviez Nicolas Bouvier, qui était le grand écrivain voyageur. Pour moi, il y a 2 grands écrivains voyageurs au XXe siècle. Il y a Nicolas Bouvier et Bruce Chatwin, l'anglais. Et je ne sais même pas s'ils se sont rencontrés dans leur vie. Je n'ai jamais trouvé de traces de leur rencontre. Mais tous les 2, moi, ils m'ont beaucoup nourri quand j'étais plus jeune. Et tous les 2 ont écrit
que pour vous bouger, ils avaient justement besoin de revenir chez eux. Bouvier disait qu'il revenait en Suisse pour pouvoir repartir. Et Chatwin, il s'était construit un petit appart à Londres où il allait, il fallait qu'il y revienne, et dès qu'il arrivait, il fallait qu'il reparte. Il ne pouvait pas rester. Mais il avait besoin d'y aller pour repartir. Donc, et Chatwin, il a écrit en 69, il a l'idée d'écrire un livre qui s'appelle L'alternative nomade. Et il voulait écrire un essai, le sujet de l'alternative nomade, c'était dans l'idée que l'humanité avait été nomade jusqu'il y a 10 000 ans, donc l'essentiel de notre histoire, on a été des nomades, et que pour lui, le sédentarisme était encore une parenthèse. On vit 12 000 ans de sédentarisme, et il disait que d'après lui, le nomadisme pouvait très bien revenir, et en tout cas que chaque être humain avait le choix de revenir nomade. Lui, il y trouvait de la joie, du bonheur. Et c'est vrai que quand on se met à bouger, rien qu'à marcher, hein, on éprouve un bonheur que souvent on n'a pas quand on reste toujours accroché au même endroit. Donc, Chatwin n'a pas écrit ce livre, L'alternative nomade, c'est pour ça que j'ai piqué le titre. Parce que je me suis dit que cette alternative, moi intimement, je suis convaincu que l'alternative est possible et que chacun de nous peut la vivre. Et donc Chatwin, il n'a pas écrit ce livre, mais il en a écrit un autre. Il a écrit En Patagonie pour commencer. Il est devenu nomade lui-même. Je crois qu'il a eu l'idée de l'alternative nomade avant même de devenir nomade. Et il s'est mis à beaucoup bouger. Il a écrit En Patagonie, un livre qui est assez remarquable sur son voyage en Amérique du Sud. Et après, il a écrit d'autres livres. Et surtout, il a écrit le chant des pistes. Il est parti en Australie pour étudier les aborigènes. Et il a découvert que les aborigènes, en fait, c'est un peuple nomade, mais ils ont quelque chose de particulier, c'est que leur chemin de pérégrination, il est chanté. C'est-à-dire qu'ils se rappellent la trajectoire de leur promenade par des chants. Donc chaque tribu, chaque clan a son chant, et chaque individu, chaque famille a son chant. Donc chaque aborigène a un chant qui l'irrite, de ses ancêtres et qu'il peut compléter. Et le chant, en fait, dit, genre, tu arrives à Genève, tu vois le jet d'eau, tu vas jusqu'au jet d'eau, quand tu es au jet d'eau, tu tournes à droite, tu montes au Salève, c'est des choses comme ça. Et donc, Chatwin découvre ça, et quand il découvre ça, il a dit une phrase qui est assez intéressante, c'est qu'il dit que par rapport au chant des nomades, au chant des pistes, que les pyramides sont juste des petits tas de boue. Parce que ce qu'ont fait les aborigènes, c'est qu'ils ont tracé un réseau à la surface de l'Australie. C'est un réseau de routes virtuelles complètement imaginaires. Et Chatwin les a comparés à un plat de spaghettis. Il a dit que l'Australie, c'est un grand plat de spaghettis. Et les aborigènes se promènent sur ce plat de spaghettis. Et quand... On me dit 10 minutes, je n'ai même pas fait l'introduction. Et ce que moi je me suis rendu compte, c'est que la description que Chatwin fait du plat de spaghettis des aborigènes, c'est la même description que fait William Gibson, l'écrivain de science-fiction, qui a créé le mouvement cyberpunk. Et quand il a décrit le cyberspace, il a décrit exactement comme Chatwin. Ça a été écrit en même temps. Quand Chatwin écrivait Le Chant des Pistes, Gibson écrivait Burning Chrome, toutes ses premières nouvelles où il pose la description du cyberspace. Et on pourrait s'amuser à faire, moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai lu tous les textes des deux, et il y a des correspondances tout le temps. C'est-à-dire que la description des champs des pistes correspond à la description du cyberspace. Donc moi je me suis dit, là j'ai connecté mon nomadisme, je me suis dit en fait, je suis nomade dans le cyberspace, ce que Gibson appelle le cyberspace à l'époque, exactement comme les nomades. Et après, je me suis dit, à quoi ressemble cet espace? C'est quoi l'espace dans lequel je suis nomade? Parce que dire qu'on est nomade sur Internet, digital, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est la notion de graphe social. Le graphe social, j'en parle tout le temps, c'est la carte qui nous connecte les uns aux autres. Donc on prend deux personnes qui se connectent, on tire un trait de cette personne, d'une personne, on tire les traits vers toutes les personnes qu'elle connaît. Et donc on crée un énorme graphe qui ressemble à un plat de spaghettis d'ailleurs, et qui ressemble aussi aux connexions neuronales de nos cerveaux. Et en fait, je me suis dit, l'espace dans lequel je suis en train de bouger, c'est ça, je me déplace à l'intérieur du graphe social, je me déplace sur les liens qu'il y a entre les gens pour aller parler à des gens. Et ça, je le fais sur le réseau. Je le fais aussi quand je suis ici, partout. Et ce nomadisme dans le graphe social, à mon avis,
il est la transposition de ce qu'était le nomadisme sur la carte géographique. Les nomades se déplacent dans l'espace géographique. Moi, je pense que quand j'étais nomade digital, je me déplaçais dans le graphe social énormément. Alors, je pense qu'on s'y est toujours déplacé dans ce graphe social, mais en tant qu'utilisateur de nouvelles technologies, c'est beaucoup plus facile de glisser sur ce réseau, sur ce graphe. Et ce qu'il y a sur ce graphe, c'est que on va dire que les liens entre nous, ce sont l'infrastructure, c'est la carte, c'est la structure géographique. Il y a autre chose qui se passe, c'est qu'il y a des informations qui circulent. Moi, c'est ce que j'ai appelé le flux. Chaque fois qu'on publie une information, qu'on envoie un mail, qu'on prend une photo, de tout ce qu'on fait avec nos outils technologiques, c'est qu'on injecte de l'information dans le graphe qui circule sur les liens de personne en personne. Et donc, on voit qu'on a la structure physique qui est la structure en fil de fer, la cathédrale, si vous voulez, dans laquelle on injecte l'information. C'est un peu comme si on était en train de lui donner vie à cet univers-là. Et alors, moi, en tant qu'habitant du monde digital, je naviguais là-dessus. Hein, je pense que le nomade digital, c'est quelqu'un qui navigue sur ces flux, comme un marin, et les îles, ce sont les gens qu'on rencontre. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne fait pas juste ça parce que pour travailler, moi je ne travaille pas. Donc, non mais c'est vrai, j'écris des livres, je raconte des histoires. Donc, et les jeunes, les vieux, dès qu'on a l'occasion d'apprendre ça, tout le monde le fait, tout le monde s'y met à le faire. Et je pense qu'on y trouve surtout un grand bonheur. C'est pareil, c'est le même bonheur que de marcher, d'aller en haut d'une montagne, de redescendre. Et il y a quelque chose qui est le même plaisir que le plaisir qu'on a quand on est dans la marche. Et ça, je l'ai connecté avec un sociologue qui s'appelle Miyai. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu son livre Vivre. Alors Miyai, je ne sais pas trop quoi Miyai. J'arrive pas à le prononcer. Il a un nom comme ça. Il a interrogé les gens pour leur demander les moments de joie. Quand c'est que vous avez été particulièrement joyeux dans votre vie, les moments de bonheur? Vous savez, il y a des moments où quand on travaille, quand on joue au tennis, quand on fait quelque chose, on se sent, on retient rien, on est au mieux de ce qu'on peut faire. On a des moments de plénitude comme ça qui nous traversent. Et tous les gens qu'il a interviewés, dans le monde entier, il a interviewé des gens, des joueurs d'échecs, des sportifs, peu importe. Et tous, dans leur description, ils parlaient de flux. Ils avaient tous l'impression d'être portés par un flux, emportés par une rivière, par le flux. Et moi, quand je suis en train de naviguer sur le flux, mais le flux des informations et des idées, des émotions, j'éprouve la même chose. C'est qu'il y a quelque chose d'assez frappant entre le flux qu'on peut avoir intérieurement au moment où on est particulièrement heureux et le flux dans lequel on se déplace. Il y a une sorte d'accord entre le flux qu'on a en nous, que je dis à moi en tout cas, attention, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, hein, moi je vous parle de moi. Hein. Le flux que j'ai en moi et ce flux externe, il peut y avoir une sorte de synchronicité entre les deux, et une sorte de moment où on ressent vraiment des sensations très fortes. Alors je pense que les nomades dans l'espace, 5 minutes, les nomades dans l'espace ressentaient ça, et on peut le ressentir de façon aussi forte tout en restant chez soi. Alors, ce nouveau nomadisme-là, qui procure de la joie, pourquoi il est possible aujourd'hui? Je pense que c'est lié à quelque chose qui est radicalement nouveau. C'est un changement de la nature de l'information. Si on regarde l'histoire un peu de l'humanité, on dit qu'en 3300, en gros on date 3300 l'invention de l'écriture. Donc au moment où on invente l'écriture, on a une information qu'on fige. On est capable de figer l'information, et par rapport à la tradition orale, qui était la tradition mythologique, on est capable d'avoir des liens entre les informations qui sont durables, qui durent. C'est comme si on mettait des liens rigides et qui se dissolvent pas dans le temps, par rapport à ce qu'il y avait avant, où les gens mémorisaient beaucoup de choses dans leur tête, mais forcément, il y avait la plupart des choses qui s'évanouissaient. Donc, l'humanité, en inventant l'écriture, a inventé un nouveau statut pour l'information, une information qui est d'un ordre solide, par rapport à un ordre qui était plutôt gazeux avant, qui est évaporeux. Et si on fait l'analogie avec l'eau, il y a 3 grands états de l'eau, il y en a plus, mais il y a 3 principaux états. Il y a l'état gazeux et l'état solide, et puis il y a l'état liquide. Hein, l'état liquide qui est l'état liquide, c'est ça, qui est entre les deux, entre le gaz et la glace, il y a cet état liquide. Et je pense que en passant au digital, on a donné cette fluidité à l'information. C'est une information qui à la fois est capable de garder les liens restent
restent existants, mais ils peuvent se déformer dans tous les sens. Hein. C'est les liens hypertextes sur le web. Donc à partir de là, l'information, elle a l'aptitude de couler. Et si on regarde l'eau, par exemple les 3 états de l'eau, si on veut faire circuler des molécules d'H2O, l'eau c'est le plus efficace. Hein. Il suffit de mettre dans un tuyau et ça coule tout seul. Si c'est du gaz, il faut le comprimer, il faut faire plein d'efforts. Et si c'est de la glace, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la couper une petite bille pour la faire circuler. Donc l'eau, l'état liquide est ce qui permet le débit maximal. Et je pense qu'avec le numérique, on arrive à ce moment de l'histoire où on a rendu l'information liquide, ce qui permet justement d'alimenter le fameux graphe social et qui nous permet, nous, de prendre le bateau sur ce nouveau liquide. Donc je pense que c'est comme ça qu'on devient nomade. Et ça me ramène par rapport à mon mode de vie où j'étais devenu écolo, pas malgré moi, c'est aussi un choix, mais j'étais vraiment, j'utilisais pas la voiture, j'ai jamais choisi de ne pas utiliser la voiture, parce que j'ai toujours gardé une voiture de sport, donc j'aurais pu prendre une voiture à gaz, un truc comme ça. Donc la voiture était toujours là, mais je ne l'utilisais pas parce que j'en avais pas besoin. Il y a quelque chose que Chatwin fait dire aux aborigènes, c'est que quand on est nomade, puisqu'on se déplace tout le temps, et ça c'est vrai pour tous les nomades, c'est qu'on ne peut pas posséder beaucoup de choses. Parce que le nomade, le vrai nomade, n'est pas celui qui prend l'avion là pour aller prendre des rendez-vous. Celui-là, je ne le respecte pas trop en fait. Mais oui, parce que celui-là, il a un mode de vie qui n'est pas durable. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, prendre l'avion, faire son nomadisme-là, c'est pas durable. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Mais les nomades, le vrai nomade historique, il se déplace avec toutes ses possessions. Donc, il ne possède pas grand-chose. Donc, le mode de vie nomade force à réduire les possessions matérielles. Ce que je me suis rendu compte, c'est que moi-même, tout en étant un digital nomade, je réduis peu à peu mes possessions matérielles, je me déleste de tout le superflu. Ce qui se passe, c'est toi qui en as parlé, je crois, Bruno, c'est que quand on est nomade, il y a quelque chose qui est important, c'est la liberté. Parce que pour être nomade, il faut accepter de partir, de se déplacer. Et on peut partir que si on casse les chaînes. Et ce qui est paradoxal, c'est que même si on se déplace sur le graphe social, on a aussi besoin de couper les chaînes. Donc on a besoin de couper les chaînes avec toutes les contraintes mentales, les idées reçues, tout ce genre de choses, mais aussi avec le matériel. Par exemple, si vous avez un énorme crédit pour votre baraque, vous ne serez pas très libre d'aller vous balader sur le graphe social, ça va vous poursuivre. Le crédit va vous poursuivre même sur le graphe social. Donc, et si vous avez, si vous avez des choses à nettoyer, dépoussiérer en permanence, vous ne pouvez pas être nomade sur le graphe social. Donc, en fait, être nomade dans un espace qui n'est pas du tout virtuel, qui est réel, c'est le graphe social, c'est nous là, ça implique mécaniquement de se délester des possessions matérielles. Donc, ce que je vous adjure pas, mais je pense que plus les gens vont devenir des nomades digitales, plus ils vont se détourner du matérialisme et ils vont aller vers ce mode de vie qu'on dit durable. Et vous voyez que par rapport à la mode des décroissants, les écolos, ils ont des discours hyper pessimistes. Serrez-vous la ceinture, la planète ne peut pas durer, on va survivre comme ça. Moi, je pense que personne n'est masochiste. On ne fait pas les choses parce qu'il faut les faire, parce que c'est bien pour les générations à venir, etc. Je crois que si on peut faire les choses, les vrais changements, on les fait s'ils nous font plaisir à nous. Et si on éprouve du bonheur en allant sur le graphe social, en l'explorant, en rencontrant plein de gens et en vivant des choses avec eux, on va, en cherchant ce bonheur-là, en cherchant un plaisir de vie plus grand, on va se détourner du matérialisme sans que ce soit un objectif, la cible. C'est en faisant autre chose qu'on va atteindre l'objectif qui fera du bien, entre guillemets, à la planète. Donc voilà, moi c'est ce que j'expérimente pour moi, je cherche à écrire là-dessus et à raconter comment ça se passe. Et pourquoi, en 2 secondes, parce qu'il me reste 2 secondes, j'ai déjà dépassé, pourquoi la liberté est liée au nomadisme, c'est que et au graphe social, ça je le dis toujours, mais c'est important, c'est quand vous créez un nouveau lien sur le graphe social, vous avez compliqué le graphe social, donc vous avez compliqué la société. Et en compliquant la société, vous avez compliqué le boulot de ceux qui veulent la contrôler. Que ce soit des managers, des gouvernants. Donc chaque fois que vous créez un lien, vous compliquez. Donc, comme c'est plus compliqué de contrôler, ils n'arrivent pas à contrôler. Donc, vous gagnez en liberté. Donc, plus vous compliquez le graphe social, plus vous gagnez en liberté. Et plus on va aller sur cette voie, plus on va casser les structures de contrôle, que ce soit dans les entreprises, dans les gouvernements. Et on va aller vers des systèmes où l'auto-organisation est le mode d'organisation dominant. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité historique. Soit on va vers là et on réduit les problèmes écologiques qui vont indirectement être réglés, soit
on décide de ne pas aller vers là et de ne pas créer de nouveaux liens et de rester dans une société simple. Mais la société simple, elle coûte beaucoup, très cher en énergie et elle pollue. Et là, ça ira très mal. Donc, à mon avis, on n'a qu'une choix, c'est compliquer, mettre le bazar et être libre. Voilà. On reste là, on redescend.